RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Mardi politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, c'est la députée de Paris du groupe Les Écologistes, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Eva Sas, l'ai-je dit? Non, je crois que je Non, tout simplement pas encore. dit. Eva Sas, bonsoir. Et nous allons évoquer pour commencer cette déclaration conjointe du président français et des premiers ministres britanniques et canadiens qui préviennent, je cite, qu'ils ne resteront pas les bras croisés face aux actions scandaleuses du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou à Gaza. Et ils menacent de mesures concrètes qui ne sont pas précisées s'il ne cesse pas son offensive militaire et ne débloque pas l'aide humanitaire. Est-ce que cette mise en garde va dans le sens de ce que vous souhaitez ? Ça va dans le bon sens, mais si vous voulez, le principal sur Gaza, c'est que les atermoiements du gouvernement sont coupables. Aujourd'hui, à chaque fois que nous mettons l'accent sur la famine, sur la mort qui saisit aujourd'hui les habitants de Gaza, eh bien, nous avons des réponses comme nous allons organiser une réunion le mois prochain sur la reconnaissance de l'État palestinien. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout suffisant. On se gargarise de mots parfois forts. Effectivement, vous l'avez dit, on dit qu'on va sanctionner, mais toujours demain, toujours plus tard, alors que c'est en ce moment que les Gazaouis, malheureusement, meurent sous les bombes et meurent aujourd'hui de faim. La famine est devenue une arme de guerre. La déclaration donc condamne, je vais citer là encore, le langage odieux utilisé récemment par des membres du gouvernement israélien et la menace agitée d'un déplacement forcé des civils, en rappelant que ces expulsions sont une violation du droit international humanitaire. Le président français et donc les premiers ministres britanniques et canadiens reconnaissent le caractère atroce de l'attaque du 7 octobre 2023, mais considèrent néanmoins que cette escalade est totalement disproportionnée. Est-ce que malgré tout, dans ce changement de ton, vous ne voyez pas quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une rupture dans l'attitude à l'égard d'Israël ? Une rupture, non, je ne dirais pas ça. Le ton se fait de plus en plus ferme, mais enfin, c'est quand même très lent et malheureusement, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait face à l'imminence de la mort de tous ces Gazaouis. Donc, on a besoin absolument non pas de mots forts comme on assiste aujourd'hui, mais d'actes forts. Ça passe par la reconnaissance de l'État palestinien, ça passe par la suspension de l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël. Et cela, nous l'attendons toujours, mois après mois, semaine après semaine. Oui, alors vous en parlez, et précisément le communiqué conjoint affirme également que les trois États sont, je cite à nouveau, déterminés à reconnaître un État palestinien en tant que contribution à la réalisation d'une solution à deux États. Mais précisément, au-delà de la force symbolique de ce geste, est-ce que vous croyez, puisque vous dites qu'il y a urgence, est-ce que vous croyez que si demain la France reconnaît l'État palestinien, ça va changer quelque chose sur le terrain ? Oui, je pense que cela met vraiment la pression pour le coup sur Israël. Il faut qu'Israël comprenne qu'il n'y a plus à ses côtés les États de l'Union européenne et qu'aujourd'hui, elle doit se mettre en conformité avec le droit international. Et le fait de reconnaître l'État palestinien est un acte fort. Là, pour le coup, on dépasse seulement les mots. On est vraiment dans l'action et c'est nécessaire. Bien sûr, l'action humanitaire aussi est très importante. Mais pour que l'action humanitaire puisse passer dans les territoires de Gaza, pour que l'opération qui vise, et vous l'avez dit, en fait, à annexer une partie, les 2/3 du territoire de Gaza s'arrête, eh bien, nous avons besoin d'actes forts comme la reconnaissance de l'État palestinien. Mais vous disiez, il faut qu'Israël comprenne, si les mesures étaient prises, qu'il n'a plus les États européens à leur côté. Mais est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui, encore une fois, va vraiment changer la donne ? Est-ce qu'il n'y a pas que les États-Unis, au fond, qui puissent avoir une influence auprès d'Israël ? Mais c'est vrai que ce serait important que les États-Unis aussi fassent pression sur Israël. Mais il faut surtout faire respecter le droit international, que les États-Unis, comme les États... Mais ça fait des décennies qu'on entend ça. Et on voit bien que seuls les États-Unis ont
un pouvoir de conviction ou d'influence fort sur Israël. Quand il ne restera plus que les États-Unis, je pense que l'État d'Israël va quand même se poser, et en l'occurrence Benjamin Netanyahou, parce qu'il ne faut pas confondre les Israéliens et Benjamin Netanyahou, se posera la question de l'isolement total d'Israël dans cette guerre qu'il mène seul, qui effectivement va conduire à la déportation de milliers de Gazaouis, ce qui est totalement inacceptable. Et c'est vrai qu'on aimerait que Donald Trump se positionne également à nos côtés pour condamner la politique israélienne, mais je crois que nous n'attendons plus grand-chose de Donald Trump aujourd'hui et qu'il faut agir aussi en tant que force diplomatique et militaire qu'est l'Union européenne. L'entrisme, islamisme et l'influence des frères musulmans seront évoqués demain lors du Conseil supérieur de la défense nationale qui sera présidé par Emmanuel Macron à l'Élysée. Les participants vont pouvoir appuyer leurs réflexions sur le rapport qui vient d'être remis à Bruno Retailleau. Ce rapport qui a été réalisé par 2 hauts fonctionnaires, un ambassadeur et un préfet, et qui dresse un tableau inquiétant de la place qu'occupent aujourd'hui les frères musulmans en France. Est-ce que vous avez pris connaissance des grandes lignes enfin, il n'est pas encore public, mais la presse, et notamment nos confrères du Figaro, s'en fait très largement l'écho. Vous avez pris connaissance des grandes lignes de ce rapport ? Oui, effectivement. J'ai lu le long article du Figaro sur ce sujet qui est effectivement inquiétant. Je crois que la position des écologistes a toujours été la même sur ce sujet, à la fois aucune naïveté et de la fermeté sur l'islamisme radical, l'islamisme politique, mais aussi aucun amalgame avec nos compatriotes musulmans qui n'ont pas à subir en fait l'islamophobie dont ils sont aujourd'hui malheureusement les cibles. Ce qu'on voit au travers de ce rapport, c'est vrai que c'est inquiétant, c'est-à-dire à la fois les réseaux qu'ils ont pu développer, pas seulement au travers des mosquées, mais aussi au travers des actions associatives qui répondent à beaucoup de besoins. Et de l'éducation. Absolument. Donc c'est vrai que l'importance du réseau est inquiétante. Le fond, bien sûr, évidemment, avec cette espèce de séparatisme qui touche notamment les femmes, l'impossibilité pour les femmes de disposer de leur corps et surtout d'être avec les hommes dans l'espace public. Donc tout ça, effectivement, est extrêmement inquiétant. Mais j'aimerais que Bruno Retailleau, qui va sans doute agiter les peurs sur la base de ce rapport, comme il sait le faire à chaque fois, et l'instrumentaliser malheureusement pour faire monter les haines. Mais vous venez de dire, vous reconnaissez qu'il y a tout de même matière à s'inquiéter quand on lit ce rapport. Il y a matière à s'inquiéter, mais enfin, il ne faut pas non plus être naïf sur l'intention de Bruno Retailleau dans le fait de commanditer ce rapport ou le fait en tout cas de l'utiliser. Évidemment, il cherche à avoir un discours électoraliste, populiste pour faire monter la haine. Malheureusement, pas seulement contre l'islamisme radical, mais contre l'ensemble des musulmans. Et c'est bien là le problème. Alors, donc, il ne faut pas être non plus naïf sur l'usage. Vous redoutez, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous redoutez l'exploitation que Bruno Retailleau pourrait faire de ce rapport. Alors, les auteurs de ce rapport soulignent que l'élaboration de leur rapport, je vais les citer, s'est déroulée dans un contexte délicat à plusieurs titres. Et notamment, disent-ils, la prédominance parmi les Français de confession musulmane du sentiment, et là je les cite, du sentiment d'une islamophobie qui tend à devenir la croyance en une islamophobie d'État, sentiment, disent-ils, qui est sans doute aujourd'hui, qui existe pour une partie importante d'entre eux. Est-ce qu'on n'est pas là finalement dans une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que la peur que suscite l'islam radical finalement, conduit certains musulmans à se replier vers l'islam radical parce qu'ils se sentent exclus par la peur de l'islam radical. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Absolument. Et d'ailleurs, islamophobie, littéralement, ça veut dire peur de l'islam. Enfin, une phobie, c'est une peur. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, jusqu'à présent, nous n'utilisions pas ce terme parce que nous n'avons pas... Mais là, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une espèce de cercle vicieux. Alors, comment on fait pour en sortir ? Absolument. Je crois que le rejet des musulmans aussi fabrique un terreau pour l'islamisme radical. Et j'espère que Bruno Retailleau va lire le rapport jusqu'au bout, parce que pour le coup, dans ces pistes et recommandations, il y a des choses très intéressantes, des choses que nous-mêmes nous aurions pu proposer, c'est-à-dire le fait de répondre
à la montée de l'islamisme par l'inclusion des musulmans, justement. Vous l'avez dit, le fait de les exclure crée un terreau favorable. Et dans les pistes qui sont évoquées par ce rapport, il y a des mesures qui vraiment favorisent l'inclusion des musulmans dans notre nation, dans la République. Par exemple, des choses symboliques mais fortes sur l'existence de carrés musulmans dans les cimetières, l'enseignement de l'arabe dans l'enseignement public. Eh bien, voilà, ces éléments Il y a la question de l'organisation du culte aussi qui est évoquée et qui est considérée par le rapport comme un problème. La proposition de loi de Gabriel Attal pour durcir la justice des mineurs a été définitivement adoptée hier soir par le Parlement. Le texte de l'ancien Premier ministre s'articule autour de 3 promesses. Restaurer l'autorité de la justice, responsabiliser les parents et juger plus vite, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. La gauche a voté contre. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce texte ? C'est un texte qui a été écrit sous le coup de l'émotion. Après les émeutes de 2023. Oui. Tout à fait. Donc, qui est un texte, comme souvent, en fait, un texte un peu d'affichage, un peu populiste, qui vise finalement à renforcer le caractère répressif au lieu de donner les moyens, notamment aux professionnels et à la protection judiciaire de l'enfance, qui ont besoin de moyens supplémentaires. Aujourd'hui, tous les professionnels sont contre ce texte. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il est contraire à l'esprit de l'ordonnance de 1945 qui définit que la mais que beaucoup veulent remettre en cause. Beaucoup. Enfin, à droite. Hein. Voilà. Oui, mais ils sont quelques-uns à droite quand même. Oui, non, mais nous, je pense qu'on souhaite respecter ces principes constitutionnels qui sont qu'un mineur ne doit pas être jugé comme un majeur. On a absolument besoin de garder en fait ce principe qui est qu'on doit atténuer la peine et qu'il faut surtout donner priorité à l'éducatif sur le répressif quand il s'agit d'un mineur parce qu'il faut préserver l'avenir, préserver son adhésion, son retour, son inclusion dans la société. Ces principes-là, il faut les garder. Le texte, malheureusement, les bafoue et surtout ne donne aucun moyen à la protection judiciaire de la jeunesse. Et on en a besoin. Je voyais que, par exemple, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont que 1 pour 25 enfants en Seine-Saint-Denis. Comment voulez-vous qu'ils fassent leur travail correctement ? Il y a aujourd'hui beaucoup de moyens à renforcer, à la fois chez les juges pour enfants et à la fois dans la protection judiciaire. Parmi les mesures de ce texte, il y a notamment la création d'une amende civile pour les parents qui ne répondraient pas aux convocations aux audiences, ou encore la création d'une procédure de comparution immédiate qui est très critiquée, notamment par un certain nombre de professionnels, en effet. Comparution immédiate pour les jeunes récidivistes à partir de 16 ans. Et puis, mesure phare également, et là on en vient à l'ordonnance de 45 dont vous parliez, l'inversion du principe de l'excuse de minorité, selon laquelle un mineur est sanctionné moins sévèrement qu'un majeur. Et donc, à partir de 16 ans, désormais, pour les cas de récidive punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, ça deviendrait l'exception, l'excuse de minorité, et elle devrait être motivée par le juge. Et donc, ça ne serait plus la règle. Ce principe-là vous choque ? Oui, absolument. Je crois qu'il faut garder... Quand certains disent un mineur d'aujourd'hui, un mineur de 2025, un gamin de 16 ans, 2025, n'est plus le même qu'un gamin de 16 ans des années 50. Ouais. Vous l'entendez ou cet argument, pour vous, il n'a aucune J'ai entendu pertinence. Cet argument, mais il me paraît totalement fallacieux. Je veux dire, chaque époque a décrit sa jeunesse comme étant forcément la plus délinquante et celle devant faire le plus peur. Je crois qu'au contraire, à chaque époque, eh bien, en fait, il y a effectivement des faits de délinquance, et je pense que la jeunesse de 1945 était fortement délinquante et que nous n'avons rien... Parce que l'ordonnance est de 48, donc... Nous n'avons rien à envier, malheureusement, à cette époque-là. Donc, je crois qu'il faut au contraire respecter ce qui sont des principes constitutionnels. Il n'y a pas seulement l'ordonnance de 45, il y a aussi la Convention internationale des droits de l'enfant. On a absolument besoin de préserver le caractère éducatif. C'était Robert Badinter qui disait que c'est un jeune, il faut le considérer comme un enfant en construction, et pas un
un adulte en réduction. Eh bien, il faut continuer à préserver cette spécificité de la justice des mineurs, surtout qu'il y a 4 ans, elle a déjà été réformée, que ça va dans le bon sens et qu'on n'a pas besoin de comparution immédiate. Aujourd'hui, un mineur, contrairement à ce qu'on pense, est jugé dans les 2 mois. Donc c'est tout à fait raisonnable. On ne juge pas effectivement 5 ans plus tard, parce que là, c'est vrai qu'il y aurait un problème notamment de prise de conscience, aussi, oui, de prise de conscience de la gravité de l'acte. Maintenant, cela a été réglé. Il faut évaluer les conséquences et l'impact de cette loi d'il y a 4 ans. Je crois que malheureusement, on est là dans l'effet d'annonce, l'effet d'affichage. On se fait plaisir, mais on ne règle pas vraiment le problème. Il nous reste 2 minutes 30, Eva Sas, et je voudrais qu'on parle un tout petit peu des abeilles, puisque c'est leur journée mondiale aujourd'hui. C'est la journée mondiale des abeilles, et un texte qui permettrait la réintroduction à titre dérogatoire des néonicotinoïdes, ces pesticides qui sont redoutables, qui déciment les abeilles littéralement, sera examiné la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une des dispositions de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, qui d'ailleurs a déjà été adoptée fin janvier au Sénat. Est-ce que vous pensez qu'une majorité va pouvoir se mettre en place pour bloquer ce texte à l'Assemblée ? Je l'espère parce que c'est extrêmement grave aujourd'hui les atteintes au travers notamment de ce texte qui s'appelle la proposition de loi Duplon contre l'écologie en général, effectivement, pour la réintroduction de certains néonicotinoïdes qui nuisent aux populations d'abeilles. C'est extrêmement grave pour la biodiversité, mais bien au-delà, en fait. C'est ce qui aussi sera le ferment de l'agriculture de demain. Et puis, des questions de santé environnementale déterminantes, puisque ce texte réautorise aussi des pesticides. Et on sait les conséquences que ça a comme facteurs qui permettent malheureusement d'avoir des cancers ou des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est extrêmement grave de mettre les intérêts économiques au-dessus de la santé humaine et au-dessus de la nature. Je crois qu'on est en période de régression. Il va falloir que la France se réveille et renoue avec ses engagements écologiques. Sur le principe, l'intention de lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, est-ce que c'est pas louable ? Parce que c'est vrai que les agriculteurs sont par moments un peu débordés par les normes et par les règlements. Par les règlements peut-être, mais en tout cas par le respect de normes environnementales, il faut les conserver absolument. On en a besoin, on voit partout en fait la progression des pesticides dans notre alimentation, les conséquences sur la recrudescence des cancers, et on a absolument besoin de réguler ces aspects. Et moi, j'invite le gouvernement, j'invite en particulier Agnès Pannier-Runacher et également le ministre de la Santé à s'élever contre cette proposition de loi qui, en fait, est entièrement défavorable aux intérêts qu'ils défendent, eux, chacun dans leur ministère. Merci Eva Sas, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à Flore Simon et Camille Néran qui ont participé à sa préparation. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mardi Politique. Bonne soirée. Je vous emmène en Afrique. Ne manquez pas notre coup de projecteur sur l'actualité africaine avec nos correspondants et nos invités. Retrouvez Myriam Amellal dans le Journal de l'Afrique sur France 24. Et pour rester connecté, rejoignez le WhatsApp de France 24 Afrique.